Bonsoir à tous, à toutes. Un grand merci à vous d'être là ce soir avec nous. Mille merci. On est ravis de votre présence. On vous en remercie vivement. Je vais laisser Francis nous présenter. Oui, bonsoir à toutes, à tous. Donc, Cécilia Michel, qui est chargée de mission à la bibliothèque humaniste, ici, à Célestat. À côté d'elle, Michel Simon, qui est membre de la Société botanique d'Alsace. Et puis moi-même, donc, je m'appelle Francis Bic, et je suis, pareil, membre de cette même société. Voilà, alors nous espérons pouvoir vous régaler avec les belles plantes depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je reprends la parole pour peut-être vous expliquer le pourquoi du comment. On est tous les trois sur la scène ce soir. En fait, on a la Célestat, on a la Société botanique d'Alsace qui a son siège social. Et la bibliothèque humaniste conserve notamment un ouvrage d'Otto Brunfels qui date du XVIe siècle et on va longuement en parler ce soir. Enfin, bref, de ces deux faits est vraiment née l'envie de s'associer, que la Société botanique d'Alsace et la bibliothèque humaniste s'associent pour vous proposer une présentation de Brunfels à Brunfels. Alors oui, l'idée ce soir, c'est d'essayer de boucler une boucle, de replacer cet homme, l'auteur de ce terbier, dans son siècle, et puis après une balade chronologique du XVIe jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous présenter le travail mené par la Société botanique d'Alsace, notamment avec la base de données qui s'appelle Brunfels. Et bien sûr, avec grand plaisir, l'idée, c'est de terminer cette présentation en vous permettant de vous rapprocher un petit peu de ces trois pépites qu'on a. C'était très dur, hein, le choix était dur, mais franchement, voilà. Et puis, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, déjà, ça ne marche pas. Voilà, Victoire. Ben, on peut du coup passer directement à la première image. Voilà. Tous les trois, on avait envie de commencer par le retable d'Isenheim. Bien sûr, vous le connaissez, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Vous le savez, il est conservé au musée Unterlinden de Colmar. Et puis, bien sûr, le peintre qui a réalisé les panneaux peints s'appelle Grunewald. Il les a réalisés entre 1512 et 1516. Et il répond à ce moment-là à une commande pour les Antonins d'Isenheim. Là, bien sûr, vous vous demandez, mais où est-ce qu'elle nous emmène encore Cécilia avec son non-esprit de synthèse? Mais, attendez, ça va venir. En fait, quand même, pour le plaisir, concentrons-nous sur le panneau de droite, parce qu'on peut voir effectivement une vision de cauchemar, le diable qui envoie à Saint-Antoine des animaux féroces pour le tourmenter pendant sa méditation, mais évidemment une double lecture, et constater les ravages de la maladie du feu de Saint-Antoine. Les monstres représentés sont les hallucinations qui rongeaient les malades, enfin les cerveaux des malades, et la maladie attaquait également les corps. Regardez le personnage au premier plan tout à gauche, il a vraiment le corps complètement attaqué par cette maladie, la gangrène gagnait les bras et les jambes. Et l'ordre des Antonins avait pour vocation de soigner les malades atteints du feu sacré ou donc du feu de Saint-Antoine. Cette maladie, pour rappel, est liée à l'ingestion d'un champignon toxique qui s'appelle l'ergot de seigle et qui est parasite de cette céréale. Et pour venir en aide aux malades, les Antonins préparaient notamment un médicament qui s'appelait le Saint-Vinage, composé de vins des vignobles environnants, donc Isenheim, Guebwiller, Orschwihr, Berkholz, peut-être ça vous parle, moi ça me parle bien, additionné de décoctions de plantes médicinales. Et c'est là où on peut se concentrer cette fois-ci sur le panneau de gauche, et on y arrive. Image apaisante, on reconnaît Antoine avec son magnifique manteau bleu, en train d'échanger, de discuter avec un homme qui est l'ermite Paul, et observer le paysage coupé en deux. Alors un petit clin d'œil à Francis quand même, les mousses qu'on voit sur le côté gauche, et l'autre côté un palmier chargé de dattes. Et au premier plan, on découvre
les plantes utilisées dans le remède fabriqué pour soigner les malades. Et je laisse la parole à Michel. Ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près les plantes qui sont au pied de Saint-Antoine. Donc les botanistes de la salle, mais aussi les autres, vont très facilement reconnaître la verveine officinale qui est ici, et surtout le grand plantain. Donc ce plantain a été représenté sur le tableau vraiment conforme à la réalité. Je vous en ai photographié un que j'ai ramassé dans le jardin, et vous voyez que la ressemblance est parfaite. Il n'y a aucun doute sur l'identification de cette plante. Alors, si on s'intéresse maintenant sur la partie droite, donc au pied de l'ermite, on va trouver une autre série de plantes. On va retrouver ici le coquelicot, qui a perdu ses pétales. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a aucune plante à fleurs sur ce tableau, bien qu'il y ait des trèfles ici. Et donc, ça augmente le côté dramatique de ce tableau. Et on remarquera ici une autre plante, le plantain lancéolé. Alors, il faut savoir que ces deux plantes étaient les principaux remèdes à l'époque du Moyen-Âge. Et quand on le compare à la plante actuelle, c'est aussi une plante de mon jardin, hein, c'est des mauvaises herbes aujourd'hui, c'est exactement les mêmes feuilles, mais elle ne fleurit pas. Voilà, donc je prends la parole, voilà, tout à fait. Donc, pardon, excusez-moi. Donc les illustrations de ce retable, et en particulier donc celle des plantes, nous renvoient à l'omniprésence en fait, des maladies, des maux, à cette époque-là. Et donc, il faut savoir que, alors bien sûr, les maladies existent depuis que l'humanité existe. Et donc, les premiers textes médicaux à avoir été écrits ont des origines diverses, chinoises, égyptiennes, mésopotamiennes, grecques, avicenne, qui était un arabe, Théophraste, qui était un grec, des latins. Et donc, ces médecines anciennes sont relayées par un monsieur qui s'appelle Dioscoride, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui a donc compilé aussi ces données. Dioscoride, qui était un penseur, un philosophe, un grec, un thérapeute, et qui a donc écrit un manuscrit qui s'appelle Materia Medica, dans lequel donc, il décrit les minéraux, les animaux, les plantes, et explique comment on peut les utiliser comme des remèdes. Alors c'est ce traité qui sera utilisé pendant tout le Moyen-Âge, il traversera jusqu'à la Renaissance. Et Dioscoride, on va l'évoquer assez souvent donc, dans notre périple à travers l'histoire de la botanique. Voilà. Je repasse la parole à Michel. Alors, les textes de Dioscoride ont été repris pendant tout le Moyen-Âge, donc ils ont été copiés et recopiés. Et le best-seller du Moyen-Âge, c'est le Macer Floridus. Donc ici, nous avons un manuscrit et avec des gravures. On retrouve les deux plantains décrits par Dioscoride, donc le plantain qu'il appelle Maior et le plantain lancéolatin. Donc nous sommes là au XIIIe siècle. Ces plantes étaient donc très utilisées au moment du Moyen-Âge. Si maintenant on remet notre photo de tout à l'heure à côté, on est très loin du retable d'Isenheim. On a du mal à reconnaître la plante. S'agit-il de celle de droite ou celle de gauche? Si je mets le plantain lancéolé à côté, on peut supposer que c'est celui de droite, mais la représentation n'est pas fidèle à la réalité. Au début de la Renaissance, donc les médecins continuent à utiliser ces textes de Dioscoride qui ont été recopiés et recopiés avec des erreurs un peu partout. Et on peut se poser la question, quel était l'état de la médecine au début de la Renaissance? On trouve des informations extrêmement intéressantes dans un ouvrage qui a été écrit par Matthiole. On reviendra plus tard sur Matthiole. Et donc c'est un ouvrage qui a été écrit en latin en 1544, qui a été édité de très nombreuses fois, et notamment qui a été traduit en français, aussi en d'autres langues. Et donc là, nous allons profiter de la traduction française
qui a été réalisé par Dupinet et qui va nous éclairer vraiment comment était la médecine à l'époque. Voilà, donc c'est dans cette préface qui fait quelques dizaines de pages que Matthiol expose ses critiques et sa vision de la science. Je vous rappelle qu'on est au début de la Renaissance. Écoutons ce que nous dit Matthiol à propos des connaissances qui ont été mal transmises à force de copier et de recopier. Car les uns n'en ont écrit qu'à demi, et les autres ont pris des autres, ou bien ont ouï dire tout ce qu'ils en ont laissé à la postérité. Un problème que met en avant Matthiol, c'est que les apothicaires qui vendent des plantes ne connaissent plus du tout les plantes. C'est ce qui va nous expliquer. Les auteurs desquels à peine eussent connu une laitue, si on la leur eût présentée en salade, ni même les orties, si elle ne les eût piquées. On peut imaginer le niveau de connaissance. Mais ce n'est pas tout. À force de mélanger les plantes entre elles et de ne pas savoir de quoi ils parlent, ils ont fini par avoir des pratiques dangereuses. Les apothicaires mettent dans les compositions diverses choses au grand péril et danger des pauvres patients. Et il en rajoute encore. La fraude est généralisée, donc ce n'est pas nouveau. Hein. Pour du Agallochus, il s'agit d'une plante de Chine, il suppose une sorte d'olive sauvage qui croît en île de Rhodes, et au lieu de momies, ils prennent des os et de la chair humaine. Il faut savoir que les momies, à l'époque, étaient utilisées dans les préparations pharmaceutiques. Si vous aviez un problème au bras, un bout de momie de bras était consommé, ça permettait de soigner le bras. Pareil pour le fémur, pareil pour la tête. Et donc, comme ils n'en avaient pas assez, ils en étaient venus à déterrer les morts dans les cimetières. En somme, l'abus est si grand partout et si invétéré que les apothicaires sont si concis de prendre une infinité de médicaments les uns pour les autres que c'est une grande pitié. Ça a été écrit au XVIe siècle, tout ça. Hein. Et il en rajoute. Il y a aussi des problèmes sur les stockages de toutes ces plantes. En quoi se montre bien l'erreur des apothicaires qui pendent au plancher de leur boutique les herbes qu'ils ont fait sécher. Car en peu de temps, elles perdent leurs forces et vertus à cause de l'air et des vents qu'elles anéantissent et sucent. Outre cela, elles deviennent noires et chancies et sont couvertes de 10 000 ordures, tant de la poudre qui tombe dessus que des araignées qui les environnent et les mouches qui laissent ordinairement leurs ordures dessus, et Dieu sait quel breuvage on en fait après. Avis aux amateurs. On est au début de la Renaissance, donc la science commence à prendre de l'importance. Matthiol pense que la connaissance des plantes est indispensable. Ceux qui voudront avoir des remèdes de tous côtés, il faut qu'ils aient la connaissance des plantes, afin de pouvoir discerner les vrais médicaments d'avec ceux qui sont supposés ou sophistiqués. Alors dans tout ça, il faut mettre un maximum de rigueur pour pouvoir avancer sérieusement. Donc Matthiol. Car j'ai vu et bien considéré la plupart des choses dont je parlerai. On arrête de recopier tout et n'importe quoi avec les erreurs. On n'écrit que ce qu'on voit. Donc il propose une méthode scientifique pour l'étude des plantes. Il me semble qu'il sera bon de traiter particulièrement toutes les parties des plantes, c'est à savoir les racines, feuilles, tiges, fleurs et graines. Par contre, on est donc à la fin du Moyen-Âge et il reste même un certain nombre de croyances anciennes qui restent. Par exemple, celle-ci. J'ai vu des chênes porter des poires
et des planes qui portent des pommes, et des murs chargés de grenades, et des nefliers hantés en aubépine. Et encore plus étonnant, les corps morts frappés de foudre deviennent secs, mais ils ne se corrompent jamais. Le miracle est encore plus grand de voir la foudre faire évanouir tout l'or qui est en une bourse, ni même fondre un seau de cire qui serait dans la même bourse. Aussi est-ce chose admirable que la foudre fasse évanouir tout le vin d'un tonneau sans entamer aucunement le tonneau. on met en place des expérimentations scientifiques. Tout doit être vérifié. Donc ici, c'est au sujet de l'aconite, c'est donc une plante extrêmement toxique, la plante la plus toxique qu'on trouve chez nous. Donc il y a un contrepoison qui a été inventé et qui va être testé. Voilà le résumé du test de cet antidote. Le Napellus est si venimeux et son poison si véhément qu'il n'y a pas de contrepoison. Il me souvient que l'an 1524, au mois de novembre, l'an même que le pape Clément fut fait pape, je vis au Capitole de Rome la vertu du poison de Napellus. Car le dit Seigneur, voulant éprouver la vertu d'une huile que M. Grégoire Caravita, bolognois, chirurgien fort expérimenté et mon maître pour l'or, avait composé pour obvier à tout poison et aux morsures de toute bête venimeuse. Sa Majesté ordonna de donner à manger du Napellus à 2 brigands qui étaient condamnés à être pendus pour éprouver sur eux la vertu de l'huile. Ce qui fut fait, et on leur mélangea le poison parmi du pain. Celui qui avait mangé le pain empoisonné par l'ordonnance des médecins de sa sainte Majesté fut souvent engraissé de l'huile 3 jours durant, et ne mourut point, combien il endura de grandes et horribles passions. Et quant à l'autre, qui n'en avait moins pris, il ne fut engraissé de cette huile, pour voir la vertu et la véhémence de ce poison, ce qu'on vit aisément, car après quelques heures, ce pauvre homme mourut, ayant souffert toutes les douleurs, tourments et travaux que ceux qui boivent du Napellus endurent. L'expérimentation sur les animaux apparaîtra bien après. Mais revenons à notre best-seller, le Macer floridus. Alors juste par rapport à cette image, par rapport à ce visuel, quand même, il faut juste faire attention à une chose. Le Macer floridus que Michel vous a montré avant, il s'agissait d'un manuscrit du XIIIe. Là, il vous montre toujours le Macer floridus, mais cette fois-ci en version imprimée. On est devant une gravure. Donc voilà, on est au XVe siècle et une nouvelle technologie voit le jour, c'est l'invention du caractère mobile, l'imprimerie. Il s'agit d'une invention qui va révolutionner la science et la diffusion des connaissances. Alors, il y a eu effectivement l'introduction de l'imprimerie. Par contre, les représentations qui ont été faites toujours d'après les textes de Dioscoride. C'est-à-dire qu'on a ici un plantain, c'est le Plantago Major, le grand plantain, qui finalement est assez loin de la réalité. Si on le compare aux gravures précédentes, on voit qu'il y a une certaine évolution, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à le reconnaître. Si je remets mes plantains photographiés à côté, on est quand même très loin de la réalité. S'agit-il du plantain lancéolé, avec ses feuilles qui sont assez allongées, du plantain major avec des feuilles un peu plus larges et puis des fruits plus courts? Donc c'est quelque chose d'intermédiaire. On invente un petit peu ce que c'est. Il y a un autre ouvrage qui va être imprimé, un deuxième best-seller du Moyen-Âge, c'est le Hortus Sanitaris, qui s'appelle Garde der Gesundheit, qui va être imprimé quelques années après. Donc 1495, l'autre de mémoire c'est 1480. Donc on y trouve 2 plantains, plantain lancéolé et puis plantain major. Mais maintenant, si on regarde de plus près cette image qui est dans le Garde der Gesundheit, il y a quelque part un air de famille,
avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors cet air de famille, si on le retourne, si on prend le côté miroir, la ressemblance devient tout de même étrange. La feuille du milieu, elle est rigoureusement pareille. La feuille du bas, elle est reproduite quasiment à l'identique. On va trouver les 5 nervures au milieu des deux côtés. Cette plante s'appelle aussi l'herbe aux 5 coutures à cause de ces 5 nervures. On va trouver aussi le hachuré sur les feuilles, que ce soit celle de gauche ou celle de droite. Donc il s'agit bien d'une copie. Alors pourquoi une copie miroir ? Comment vous expliquer ça? C'est pas forcément évident, mais la technique utilisée pour les visuels qui illustrent les textes est celle de la xylogravure, la gravure sur bois. Et d'ailleurs, que ce soit pour les images ou les textes, au moment de l'impression, il ne faut pas oublier l'effet miroir. C'est comme quand vous utilisez aujourd'hui un tampon, c'est le même principe. Et si vous voulez imprimer ou tamponner les 2 lettres, par exemple, eh bien, si vous gravez dans le bois les lettres telles quelles, vous allez imprimer les lettres à l'envers. C'est pour ça, il faut vraiment pas oublier l'effet miroir. Et donc, du coup, c'est intéressant quand Michel nous a montré la gravure du plantain. En fait, le graveur a simplement gravé l'image. Et du coup, on voit l'inverse, en fait. J'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Ouais, super. Voilà. Donc vous avez bien compris qu'on copie et qu'on recopie, que ce soit manuellement ou par l'imprimerie. Donc la représentation, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas plus fidèle et puis on ne sait pas de quoi il s'agit, de manière sûre. Mais tout va changer. Ouais. Alors, là, on va effectivement avancer. Donc, des premiers imprimés qui s'inspirent complètement des manuscrits où les représentations ne sont pas tout à fait justes. On va sur du renouveau avec cet homme, avec Otto Brunfels. Alors, je vous le resitue un peu. Brunfels est né à Mayence en 1488. Il va mourir à Berne en 1534. Ce sera un humaniste, pédagogue, théologien, médecin et évidemment botaniste. À Mayence, il va suivre des études de théologie et de philosophie. Et il va d'abord se destiner à une vie religieuse. Il va d'ailleurs rentrer dans la chartreuse de Königshofen, Strasbourg-Königshofen. Pendant cette période, il va nouer des liens. Alors, la période, c'est 1510, 1520, 1521. Et pendant ce temps-là, il va nouer des liens avec des imprimeurs, des humanistes strasbourgeois et des environs, et notamment notre Beatus Rhinanus. Parce que à la bibliothèque, nous avons la chance de conserver 7 lettres écrites de la main de Brunfels à Beatus, toutes dans l'année 1520. Et d'ailleurs, ces lettres sont vraiment... On découvre le caractère de Brunfels, l'homme, c'est vraiment hyper intéressant, mais en tout cas, il va exprimer plein de choses à Beatus, notamment son désir de quitter la Chartreuse. C'est ce qu'il va finir par faire, parce qu'il va s'enfuir de ce couvent avec un autre moine, Michael R., fin juillet 1521. Et donc là, il va vraiment quitter la rigueur de la vie monastique pour retourner dans le monde. Et on sait qu'il va rejoindre un homme qui s'appelle Ulrich von Hutten. Il va bien sûr adopter les idées de la Réforme et il deviendra, à partir de 1521, prédicateur luthérien. 1524, on le retrouve à Strasbourg. Il a une santé fragile, du coup il va perdre sa belle voix de prédicateur et du coup il revient sur ses premiers amours, la pédagogie. À Strasbourg, il officie comme maître d'école. Il sera d'ailleurs directeur d'une école latine strasbourgeoise. Et on sait qu'il va se rendre à Bâle et obtenir le titre de médecin en 1530. Mais en 1530, en même temps, apparaît à Strasbourg son fameux livre qui nous intéresse, nous, ce soir, Les images vivantes des plantes.
Et ce livre est imprimé à Strasbourg chez un imprimeur qui s'appelle Johann Schott. Alors, on n'a pas de portrait, on n'a pas le visage de Schott. Par contre, on a une de ses marques typographiques. Vous savez, la marque typographique, c'est simplement le logo de l'imprimeur, voilà, pour signifier que tel et tel livre a été imprimé par tel et tel imprimeur. Et là, effectivement, on a une des marques typographiques de Schott. Donc un cavalier qui est vraiment en train de se casser la binette, hein, il est en train de tomber de son cheval. Et puis au passage, une belle marque typographique alsacienne, puisqu'on a la présence de cigognes. Ne me demandez pas pourquoi il y a des cigognes chez cette marque typographique, mais voilà, elles sont bel et bien là. Bon, Johann Schott, il va étudier à l'université de Fribourg en Brisgau, il va étudier à Heidelberg, on le retrouve à Bâle. Et 1504, il est de retour à Strasbourg. À partir de 1520, il est pleinement dans son activité d'imprimeur. Et il est vraiment concentré sur la publication d'écrits réformateurs. À peu près 200 ouvrages de Luther et de ses principaux adhérents. Des noms qui peut-être vont vous parler, Bucer, Brunfels, Hutten, etc. À partir de 1530, et c'est l'année qui nous intéresse, il va aussi effectivement publier des traités de médecine, d'histoire naturelle, etc. Peut-être pour faire le lien, la marque typographique que vous voyez ici, elle a été réalisée par un homme qui s'appelle Weiditz et qui est vraiment important aussi quand on parle de cet herbier. Alors le portrait qu'on vous a mis ici, c'est pas le portrait de Weiditz, c'est pareil, on n'en a pas. On connaît très peu de choses sur cet homme, mais par contre, on sait que c'est Weiditz qui a réalisé ce portrait. Il s'agit d'un portrait de Charles Quint jeune. Alors a priori, Weiditz est né à Strasbourg, mort à Strasbourg. On n'est même pas vraiment totalement sûr, mais à un moment donné, il passe par Strasbourg. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'une partie de son apprentissage, il va le faire chez Burckmayer. Alors peut-être certains ont déjà entendu parler de ce nom. Burckmayer est un peintre graveur qui habite à Augsbourg et qui va introduire les formes de la Renaissance italienne dans l'art allemand. Voilà. 1522, notre ami Weiditz revient à Strasbourg, va régulièrement travailler pour tous les imprimeurs strasbourgeois, beaucoup pour Schott. On a d'autres ouvrages à la bibliothèque, hein. On connaît, on aime bien nous le Taquini Sanitatis, très belle gravure aussi de Weiditz, bref. En tout cas, très belle commande qu'il va recevoir, c'est effectivement celle de cet herbier. Mais alors là, quand même, ce qui est assez intéressant à avoir en tête, c'est pas du tout Brunfels qui va demander l'intervention de Weiditz, c'est l'imprimeur Schott qui va demander à Weiditz de réaliser les gravures, ces xylogravures. Ça c'est fou parce que si aujourd'hui nos amis botanistes connaissent tous cet ouvrage, qui est un peu un renouveau dans l'histoire de la botanique, c'est de par les planches naturalistes. Et les planches naturalistes, si elles sont là, c'est pas de la volonté de Brunfels, mais de la volonté de l'imprimeur. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Ouais, super. Alors, la page de titre. Bon, si vous avez 2 heures, on la regarde ensemble. Mais bon, d'accord, je vais essayer d'être rapide. Juste bien sûr, au milieu de la page, le titre. Je vous donne la traduction exacte. Les images, enfin exactes, vous avez le droit de râler si elle n'est pas exacte, mais normalement c'est quelque chose comme les images vivantes des plantes, d'après l'imitation de la nature, façonnées avec le plus grand soin et art, et en même temps que les vertus des mêmes, en faveur de la célèbre, ancienne et dès maintenant renaissante médecine botanique, édité récemment par Otto Brunfels, en rouge de nouveau. Et ensuite, vous pouvez voir, voilà, la date, on ne vous a pas menti, c'est bien écrit 1530. Et pareil, l'avant-dernière ligne, dans le carré, voilà, vous avez en rouge le nom de l'imprimeur, Johann Schott, et d'ailleurs le premier mot, Argentorati, quelque chose comme ça, enfin bref, c'est bien Strasbourg.
Et alors, ouais, merci Michel. Regardez, moi, je trouve ça trop chouette, la représentation de Dioscoride. Dioscoride, maintenant, vous le connaissez, Francis nous l'a présenté. Ce botaniste et médecin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il est représenté ici, pour ceux qui savent lire le grec, Vaiditz, il a été sympa, il nous a mis son petit nom voilà, dans le phylactère au-dessus de lui, donc on peut être sûr qu'il s'agit d'une représentation de Dioscoride. Après, ce que nous on adore à la bibliothèque, c'est la représentation, pas du tout en style antique, mais vraiment en style humaniste 16e, avec petits bésicles qui vont bien sur le nez. Et alors, hyper important, bien sûr, c'est ce qu'il tient dans les mains. Vous pouvez voir dans une main, il tient son fameux traité de la matière médicale. Et de l'autre côté, dans l'autre main, une plante vivante, qu'il est vraiment allé comme s'il venait de l'accueillir. Mais pour Brunfels, cette représentation, elle est hyper importante parce qu'elle symbolise vraiment la volonté de Brunfels, la volonté du contenu de cet ouvrage, avec bien sûr le savoir des anciens, le savoir antique qui est représenté avec ce livre, et par contre, ne pas oublier d'aller observer les choses sur le terrain. Voilà, c'est... Bon. Ça va toujours ? Ouais, cool. Est-ce que j'ai tout dit, Michel ? Je pense. Je crois qu'on est pas mal. Je pense, mais revenons à la botanique. Voilà les gravures du plantain réalisé donc, dans l'ouvrage de Brunfels. Ouvrage de Brunfels, d'ailleurs, qui est sur la table là-bas, que vous pourrez voir tout à l'heure. Donc Brunfels représente 3 plantains. Alors vous remarquerez tout de suite la finesse des gravures par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si maintenant je mets la photo de mon plantain du jardin de Münster à côté, il n'y a aucun doute, vous allez reconnaître tout de suite de quel plantain il s'agit. C'est le Plantago major. Donc ces deux sont rigoureusement pareils. Regardez bien les racines qu'il a reproduites. Mathieu, il disait bien, il faut décrire les racines, les feuilles, les tiges, les fleurs, les fruits. On est exactement là-dedans. Si on regarde le plantain lancéolé, qu'il appelle Plantago minor, il n'y a aucun doute, on ne peut pas se tromper sur l'identification de cette plante à partir de cette gravure. Donc j'ai mis les noms actuels en dessous. Vous remarquerez que déjà que le nom de Plantago major apparaît 2 fois. Après Brunfels, c'est une deuxième personne qui va intervenir, et vous voyez, tout près de Strasbourg, c'est Hieronymus Bock, qui va réaliser un ouvrage sans gravure, mais uniquement avec des descriptions extrêmement précises des plantes. Cécilia va vous parler un petit peu de la vie de Otto Brunfels, de Hieronymus Bock. De Bock, ouais. Rapidement, juste pareil, le resituer, mais vous verrez, c'est toujours la même histoire. Ils sont tous botanistes, médecins, pasteurs. Mais voilà, donc Bock aussi. Je vous redonne ces dates, c'est 1498-1554. Donc botaniste, médecin, pasteur luthérien allemand, qui va jouer un rôle clé dans la transition de la botanique médiévale vers une vision scientifique moderne, en classant les plantes selon leur relation ou leur ressemblance. Et puis pour le plaisir, parce que comme ils sont tous humanistes, ils aiment bien latiniser leur nom. Donc Bock, c'est le même gaillard. Si vous lisez un auteur qui s'appelle Tragus, c'est lui. Bock, ça veut dire bouc, et en latin, c'est Tragus. Voilà. Donc son petit nom latin, son petit nom de star, c'est Tragus. Après Bock, nous voyons apparaître Fuchs, Léonard Fuchs, qui a sorti un ouvrage remarquable que nous avons ici aussi, et qui va, vous voyez, toujours un peu dans la même région géographique, c'est-à-dire assez proche de Strasbourg finalement. Et donc, Fuchs, qui est médecin botaniste allemand, il est né en Bavière, et il sort donc son Historia Stirpum Commentari en 1542. La précision des gravures est aussi remarquable que la partie du texte.
Nous avons ici les 3 botanistes, donc Brunfels, Bock et Fuchs, qui sont aujourd'hui considérés comme les pères de la botanique moderne. Et vous voyez, ils sont tous près de Strasbourg. Alors, Cécilia va nous dire un peu plus sur la vie de Fuchs. Oui, pareil, rapidement. Donc, vous l'aurez deviné, hein, médecin, botaniste et pasteur. Né en Bavière. Il obtient son doctorat à l'université d'Ingolstadt et en 1526, en raison de son adhésion aux idées luthériennes, il va devoir fuir cette ville. On va le retrouver en 1533 à Tübingen pour participer à la réforme de l'université dans l'esprit de l'humanisme. Fuchs va d'abord s'intéresser à la flore allemande et a décrit plus de 400 espèces de son pays dans son ouvrage « Histoire des plantes » publié en 1542 à Bâle. Je crois que Michel ne vous a pas précisé, il vous a dit avant que le premier livre qu'on vous présente c'est l'ouvrage de Brunfels, le deuxième c'est le Fuchs. Voilà, c'est un très très bel exemplaire de Fuchs. Ah pardon, c'est encore moi. C'est toi. Alors, oui. Image hyper importante parce que vous pourrez la voir réellement dans l'ouvrage présenté sur la table. Donc, toujours dans l'idée d'abandon des illustrations symboliques du Moyen-Âge au profit d'illustrations réalisées d'après nature, cette observation permet la production de dessins précis, facilitant l'identification des plantes représentées. Et vous verrez que chacune des plantes dans l'ouvrage est illustrée donc d'une gravure sur bois en pleine page, et dans cet exemplaire, pour quelques exemplaires, mis en couleur à la main après l'impression. Faut vraiment imaginer d'ailleurs Fuchs derrière les coloristes en train de vérifier que les coloristes posent la bonne couleur au bon endroit, le bon ton de vert au bon endroit. C'est vraiment impressionnant. Et donc, du coup, l'importance de ces 3 hommes pour Fuchs, donc ça, c'est vraiment la grande différence entre Brunfels et Fuchs. Brunfels, on va lui imposer le peintre-graveur. Fuchs, lui, va aller les chercher, les choisir. Et ils ont un rôle tellement important qu'il va les représenter, les portraiturer dans son herbier. Parce que vous voyez, effectivement, celui qui va dessiner, celui qui dessine d'après nature. Ensuite, vous verrez celui qui va graver le bois d'après le dessin. C'est celui qui transfère le dessin sur le bois. Et ensuite, le 3e Lascar, c'est celui qui va graver le bois. Voilà. Alors, voilà le résultat du travail de Fuchs. Donc, on reprend toujours notre sujet favori, les plantains. Donc, on retrouve le grand plantain et le plantain lancéolé. Donc, il y en a 2 qui sont représentés chez Fuchs. Si maintenant on remet la photo à côté, pas de doute, il s'agit bien du grand plantain, le Plantago major, qui est admirablement représenté. Pareil pour le plantain lancéolé. Par contre, l'ambiguïté sur les noms réside encore. Apparaît une autre personne en Italie. On en a parlé tout à l'heure, vous avez entendu tout ce qu'il pense de la médecine, vous allez voir ce qu'il fait en botanique. Donc Mathiol, Cécilia, tu vas peut-être parler de la vie de Mathiol. Je peux. Alors lui, il est italien, né à Sienne, ses dates c'est 1501-1578, médecin botaniste. Il est surtout connu pour son ouvrage « Les commentaires sur les 6 livres de Dioscoride », dont vous avez entendu les extraits avant, publié donc pour la première fois en 1544, orné de 500 gravures. Succès du bouquin immense. Les chiffres qu'on a trouvés, c'est 32 000 exemplaires, quand même, imprimés dans une 60aine de versions. Voilà. Il représente environ 1200 plantes dans ses ouvrages. Alors, les gravures de Mathiol, nous remarquerons tout de suite qu'elles ne sont pas de la même qualité que celles de Brunfels ou de Fuchs. Elles sont peu précises. Il invente un autre nom. Donc on a le Plantago major et Plantago longa.
qui complique maintenant encore un peu plus. Donc pour le plantain lancéolé, nous avons 3 noms différents. Pour le plantain, le grand plantain Plantago major, nous avons 2 noms. Pire que ça, on a 2 fois le même nom pour 2 espèces différentes. Heureusement que les représentations soient relativement fidèles, ce qui n'est pas tout à fait le cas tout de même pour Mathiol. Parce que si pour Mathiol, je remets les 9 photos de plantain du jardin à côté, on remarquera que certes, pour le Plantago major qu'il a dessiné ici, les feuilles sont assez larges, bien que ici elles soient très larges. La fleur, elle est plutôt ressemblante à ceci, alors que le plantain lancéolé, on a une feuille allongée, mais la fleur, on a l'impression qu'il a pris la même chose. Donc manifestement, la gravure n'a pas été faite d'après nature. Apparaît une autre personne en Italie qui a une certaine importance, c'est Luca Gini, qui est un proche de Mathiol, hein, c'est la même époque. Alors, Luca Gini, lui, il crée le premier herbier, c'est-à-dire une collection de plantes séchées. Et il crée aussi le premier jardin botanique. Alors là, l'objectif est très clair, c'est de pouvoir comparer les plantes entre elles, dans un esprit purement scientifique, de pouvoir les différencier entre elles. Ce sont donc 2 outils au service de la botanique. Ensuite, Bock, dont nous avons déjà parlé, va sortir un nouvel ouvrage, donc en 1546. Il va sortir une flore illustrée qui, elle, a des gravures qui sont, là aussi, de très bonne qualité. On va s'intéresser de nouveau de plus près à notre grand plantain et au plantain lancéolé. Donc là aussi, si vous avez un peu de mémoire visuelle, il y a quelque part un air de famille. Alors, si on s'amuse à mettre à côté Brunfels, on se dit, ça ressemble un petit peu. Si on le retourne, il n'y a plus aucun doute. Donc Bock est allé copier chez Brunfels, toujours avec la même technique, en impression miroir, par la force des choses, parce qu'il ne voulait pas se fatiguer. Si on prend les détails, regardez les racines, il faut décrire les racines, il faut décrire les feuilles, les fruits, même le bouton floral ici a été respecté. Mais on voit que les proportions sont un petit peu différentes ici. Donc c'est bien une copie, ce n'est pas le même tampon, si je puis dire. Vous voyez, la feuille sur le côté, elle est rigoureusement pareille. Si on regarde le plantain lancéolé, même débat. C'est exactement la même chose, exactement, sauf que Bock a cru utile de recourber cette fleur ici. Pourquoi? C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc il y a un petit peu d'imagination dedans, mais la plante se reconnaît très exactement. Dans les éditions suivantes de Bock, on remarquera que les graphismes sont exactement les mêmes, hein, coloriés ou pas coloriés. Un autre botaniste, médecin botaniste allemand, d'origine allemande, Cordus, Valerius Cordus. Donc, vous voyez, on est encore une fois dans la même zone géographique, l'endroit où la Renaissance est particulièrement active. Donc, Cordus va créer une classification des végétaux. Alors, son ouvrage, malheureusement, est sorti à titre posthume. Puis la science botanique se propage vers les Flandres, ici l'ancienne Belgique, avec Dodoens, qui lui mentionne 6 plantains. Je crois, voilà la gravure. Donc on va reconnaître au milieu 2 plantains qu'on connaît. Ici, il introduit le plantain Coronopus, ou corne de cerf, sur la droite. Et ces images-là, une fois de plus, c'est encore une impression de déjà-vu. Cette fois-ci, il allait copier Fuchs. Et de la même manière, c'est de nouveau une impression miroir. Donc ça a été recopié à l'identique. Pareil de l'autre côté. Mais les gravures sont de bonne qualité. Gessner,
qui est un médecin, et puis je crois qu'il était professeur à la faculté de Bâle, est précurseur dans son domaine. Donc, il s'intéresse surtout aux animaux, mais il projetait de faire une flore de la Suisse. Et donc, il a commencé à faire une flore de la Suisse en décrivant toutes les espèces rares et peu connues à l'époque. Donc, il avait des botanistes qui allaient dans la nature et qui lui ramenaient les plantes, et alors il les dessinait et les faisait dessiner. Mais mieux que ça, non seulement il les dessinait, mais il a rajouté des tas de détails dessus et des tas de commentaires. Donc, pardon, je suis allé un peu trop loin. Et donc, les commentaires sont ici. Et donc il explique clairement qu'est-ce qu'il faut regarder à la plante pour la reconnaître. Malheureusement pour lui, les techniques d'impression du XVIe siècle n'étaient pas suffisamment avancées et il était incapable de faire imprimer cet ouvrage. Et donc, ces gravures-là sont passées aux oubliettes pendant des siècles avant d'être retrouvées. Voilà, la botanique se propage toujours vers la direction du nord. Ici à Arras, avec de l'écluse, qui s'appelle aussi Clusius. Puis à Lille, avec de l'Obel. Et plus proche de nous, Tabernae Montanus. Tabernae Montanus, est-ce que tu nous racontes un peu la vie de Tabernae Montanus ou pas? Je ne sais pas si on l'avait prévu. Donc Tabernae Montanus était un botaniste donc, qui a décrit, qui a fait un inventaire en fait, de toutes les gravures qui existaient, de tout ce qui avait été décrit jusqu'à présent. Et donc il a même poussé le vice assez loin pour décrire même les formes monstrueuses. Ici on a un plantain major, donc, avec une forme monstrueuse qu'on peut trouver dans la nature de temps en temps. Voilà un autre botaniste d'une certaine importance, donc Jacques d'Aléchamps, qui vient de Rouen, qui est né à Rouen, qui allait faire ses études avec Rondelet à Montpellier et qui s'est installé finalement à Lyon parce qu'il a pu profiter là-bas de l'essor de l'imprimerie qui était particulièrement active. Et donc, il a sorti un ouvrage donc, qui est très précieux, alors qu'on reconnaît très facilement, hein, parce qu'il rajoute toujours les petits insectes ou des détails de plantes sur ses gravures. Mieux que ça, il marque aussi chez qui il a copié. Alors là, pour l'honnêteté intellectuelle, c'est pas mal. Donc là, Mathiol, il a pris ça chez Mathiol, ici, Minor Longa, Mat, qui veut dire Mathiol, et puis l'autre, il allait le chercher chez Dodoens. Donc, il y a une très bonne traçabilité. Si maintenant on compare les gravures d'Aléchamps à celles de Mathiol, hein, donc il avait bien écrit qu'il a recopié cette plante de Mathiol, vous voyez que c'est rigoureusement pareil. Rigoureusement oui, mais l'impression est de bien meilleure qualité. Vous voyez qu'une impression extrêmement fine par rapport à ce que Mathiol faisait. Voilà, on aura bientôt terminé, parce que là, on traverse la Manche, avec Gérard. Gérard qui va faire une flore, son herbal, et il sera accusé de plagiat, parce qu'en fait, il a fait une copie de la flore de Dodoens, donc du flamand, en ajoutant des commentaires de Delobel, et tout en signant de son propre nom. Et donc, il a été beaucoup critiqué, je pense même qu'ils étaient arrivés au procès. Enfin, Bohain. Bohain, vous voyez, à Bâle. Alors, Bohain, lui, Jean Bohain, est né près d'Amiens. Il a été le médecin de la reine Marguerite de Navarre, l'épouse de Henri IV. Mais converti au protestantisme, il a dû fuir Paris et aller se réfugier à Bâle. Et Jean Bohain a donc eu deux fils. Il a eu Jean Bohain, fils, donc, et puis le Gaspard Bohain, qui, eux, ont étudié de très près la botanique, en commençant donc leurs études en travaillant d'abord chez Fuchs, chez Gessner et chez Rondelet. Donc tous ces gens-là se connaissaient à l'époque, hein, et tout le monde se déplaçait d'une ville à l'autre, et parfois même très loin.
Voilà, et donc les frères Bohin ont sorti un livre remarquable où ils ont fait l'inventaire de tout ce qui était connu donc, au début du XVIIe siècle. Donc, à la fin du XVIIe siècle, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement toutes les espèces végétales de France sont connues, plus ou moins bien, mais elles sont connues. Et surtout, on est passé progressivement de l'ouvrage à usage médical, on est passé à un livre de botanique. Et là, on va changer encore de siècle. On va arriver au XVIIe, XVIIIe siècle, avec notamment Franz Balthasar von Lindern, qui est strasbourgeois, et qui a sorti, lui, la première flore d'Alsace. Donc, les végétaux sont connus, et maintenant, on va aller décrire localement qu'est-ce qui pousse. Et donc, les descriptions sont précises. Hein. Ici, il nous écrit auf den Wiesen und den Wegen, donc dans les prairies et sur les chemins, pour le Plantago major, bien sûr. Après Lindern, à la même époque, vous voyez, une dizaine d'années après, c'est Marc Mapus qui va faire un nouvel ouvrage, une nouvelle flore d'Alsace, qui va appeler Historia Plantarum Alsaticarum. Alors, dans cet ouvrage, les plantes sont classées par ordre alphabétique. Malheureusement pour lui, il décède quand il arrive à la lettre C. Et donc, il avait confié à Jean Hermann, qu'on va mentionner ici, Johannes Christiani Hermanni, il avait confié la mission de terminer son livre. Chose qu'il fit, mais il a tout de même fait remarquer qu'il aurait mieux fait de l'écrire en son propre nom, vu qu'il a quasiment tout fait. Donc, dans cet ouvrage de Mapus, donc, les indications sont précises là aussi. On pourra remarquer donc, qu'il y a du français, là il y a marqué petit plantain par exemple, il y a du latin et il y a aussi de l'allemand. Donc tout est mélangé dedans. On est vraiment en Alsace. Les gravures sont très rares, probablement à cause du coup qui s'envolait. Et donc là, c'est une petite fougère aquatique, Marsilia quadrifolia, qui avait été trouvée tout près d'ici à Hirstein. Ensuite, Linders s'y remet, et il fait une deuxième édition de son ouvrage qu'il appelle Hortus Alsaticus, où il essaye d'élargir un petit peu. Mais Lindern est surtout connu pour cette petite plante qu'il a décrite. Donc, il l'appelle Pixidaria repens annua. Donc, et il écrit, on va l'écouter. Le genre de cette plante n'a pas encore été décrit pour autant que je sache. S'ensuit une description précise qui se termine par « La partie supérieure du fruit représente exactement le pénis d'un chien ». On pourra dire que la description est vraiment précise. Dans sa deuxième édition, donc première édition, il avait décrit donc, cette Pixidaria repens annua. Dans la deuxième édition, on retrouve Pixidaria repens annua. Mais alors là, chose curieuse, ici, il écrit autre chose. Il dit « C'est Montia minor Michel novus plantas, mais Mapus s'est trompé, le calice est bifide. » Ce qui est très curieux, effectivement. Donc, on peut supposer que Mapus avait contesté l'identification de cette plante et a proposé donc un autre nom de Montia minor. Hermann devait certainement en douter aussi, parce que dans son Mapus, il n'a pas repris cette plante ni sous Pixidaria, ni sous Montia. Donc elle est passée complètement sous silence. Alors Lindern avait découvert cette plante à un endroit très précis, c'est marqué ici, auf der Insel, wo die Bruch in die Ill fällt, sur l'île où la bruche coule dans l'île. Donc, s'agissant d'une plante à éclipse, cette plante a disparu pendant de nombreuses années et ni Lindern, ni Mapus, ni Hermann n'a été capable de la retrouver. Finalement, à force de chercher, c'est Hermann qui va la retrouver à la fin du siècle. Et donc, il pouvait attester effectivement que cette plante existait. Et donc, le genre Lindernia a été dédié à Lindern, botaniste de Strasbourg. Et là, on va encore changer de siècle.
On en profite pour changer d'orateur aussi. Voilà, on va laisser souffler nos deux amis. Hein. On prend un peu la parole. Voilà, donc on change de siècle, on rentre dans le 19e siècle avec donc Frédéric Kirchschläger, on rentre un peu dans la botanique qu'on peut qualifier de contemporaine. Frédéric Kirchschläger, qui est né en 1804, qui était un botaniste et un médecin, qui a travaillé comme pharmacien aux hôpitaux civils de Strasbourg et qui est devenu professeur de botanique à l'école de pharmacie de Strasbourg. Alors il est connu pour une œuvre majeure qui est encore lue aujourd'hui, hein, c'est La flore d'Alsace et des contrées limitrophes, qu'il a publié donc en 3 volumes entre 1852 et 1862. Alors il a également fondé la Société philomatique vogézo-rhénane en 1862. Voilà, et donc cet ouvrage donc La flore d'Alsace et des contrées limitrophes fait encore référence donc aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant chez Kirchschläger, c'est que dans le 2e volume de sa publication, il fait une revue biographique donc des botanistes d'Alsace. Et donc le premier botaniste qu'il va citer dans cette histoire des botanistes régionaux, c'est Otto Brunfels. Voilà, qui arrive donc en tête de liste. Donc en cette même époque, on peut le voir donc sur la page 3, un certain nombre de botanistes vont publier des petites florules régionales par arrondissement. Et donc nous avions ici près de Sélestat un pharmacien qui s'appelait Nicolas Niclès, qui était né à Benfeld ou à Hirstein, qui est décédé à Hirstein ou Benfeld, je ne sais plus très bien, un des deux. Bref, qui a publié donc une florule des plantes de l'arrondissement de Sélestat. Mais cette pratique, en fait, a été faite partout en Alsace, et de nombreux botanistes, donc qui sont cités par notre ami Kirchschläger, vont développer ces petites florules. On saute un pas et on continue donc avec un deuxième grand botaniste régional qui s'appelle Emil Isler. Emil Isler, qui est donc instituteur à Münster et qui va donc introduire une nouveauté en botanique, dans la connaissance botanique. C'est l'époque où, en France aussi, naît la phytosociologie. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la phytosociologie? C'est tout simplement, on considère que les plantes vivent en société, comme les êtres humains, et donc qu'on peut décrire des associations végétales de ces plantes. Ces végétaux ne se répartissent pas au hasard, et on peut donc constater que les mêmes espèces végétales cohabitent dans les mêmes milieux. On notera aussi que Isler, donc, autre nouveauté, introduit dans ses relevés, donc faire un relevé de végétation, c'est donc lister les plantes qu'on découvre dans un endroit donné. Et donc Isler introduit dans ses relevés de la végétation non seulement les plantes qu'on qualifie de supérieures, mais il introduit également la strate mucinale, donc les mousses, qu'on appelle les plantes inférieures, donc introduit donc dans cette succession végétale. Son œuvre majeure a été publiée dans le bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar entre 1937, je crois, et 1943, qui s'appelle donc Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. C'est ça, entre 1924 et 1929. Il a également participé, à titre, je dirais, posthume, à la rédaction de La flore d'Alsace, qui va maintenant faire l'objet, en fait, de notre contribution. Simplement, pour terminer sur Isler, donc, il a publié une synthèse de toutes ses connaissances botaniques dans un ouvrage appelé Vegetationskunde der Vogesen, qui a été publié en 1942. Alors bien sûr, pour le rappeler simplement, il faut rappeler que donc on est en 1942 et que l'Alsace, elle est germanique. Voilà. Donc Isler va décéder, et donc un certain nombre de ses amis. Il a travaillé avec des botanistes et des pharmaciens. Donc Walter, un pharmacien de Saverne, et Loison, un chanoine,
Et donc, ils ont le projet en fait de publier une flore d'Alsace qui aurait dû être la prolongation des travaux de Kirchschläger. Mais ce projet en fait ne verra le jour qu'en 1965, après leur décès. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'une association s'est créée à l'époque, la Société d'études de la flore d'Alsace, qui, elle, va rassembler toutes les notes qui avaient été prises par Loison, Isler et Walter, et les réunir donc dans un ouvrage qui s'appelle donc La flore d'Alsace, qui a été donc dont la première édition a été publiée en 1965. Hein. Cet ouvrage donc sert encore aujourd'hui de flore portative, hein, puisque tous les botanistes ici présents la connaissent très bien. Elle nous sert en fait dans nos promenades botaniques pour déterminer les plantes qu'on rencontre au hasard de nos promenades. Une deuxième édition donc est publiée en 1982, qui a été revue et corrigée donc par un petit groupe de travail qui faisait partie de cette société d'études de la flore d'Alsace. Alors une petite précision aussi, cette société d'études de la flore d'Alsace, une fois que les deux éditions avaient été donc publiées, cette association n'avait plus lieu d'être, bien sûr, puisque l'objectif avait été atteint. Et cette société d'études de la flore d'Alsace, et ça je m'en souviens à l'époque, a remis son trésor, entre guillemets, c'était pas très, très grand, mais a remis tout son savoir aussi à la Société botanique d'Alsace en 2000 ou en 2001. Je m'en souviens très bien à l'époque, c'était une opération qui était très sympathique. Et donc, nous sommes un peu la Société botanique d'Alsace, sur laquelle je vais revenir, bien sûr, l'héritière de cette Société d'études de la flore d'Alsace. Voilà, donc j'en viens à la création de la Société botanique d'Alsace. Alors, dans les années 90, quelques botanistes régionaux, encore une fois, se réunissent et se disent que la flore, elle évolue. Les plantes disparaissent, certes elles réapparaissent, et donc il faudrait aller se promener dans des endroits qui n'avaient pas été explorés par leurs prédécesseurs, donc les Kirchschläger, Isler, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc ils se disent, voilà, il faut qu'on crée une association qui reprenne le flambeau et qui actualise en fait les flores qui avaient été publiées précédemment. Et donc c'est le 2 septembre 1997 que ces gens-là vont se réunir à Colmar, à la Société d'histoire naturelle, et qu'ils vont créer la Société botanique d'Alsace. Alors, quel était le programme d'activité que s'étaient fixé les membres fondateurs de cette association ? Donc, c'était donc de réaliser une liste rouge des plantes menacées en Alsace. Bon, cette liste rouge existe aujourd'hui, et ça me donne l'occasion d'évoquer un autre organisme que la Société botanique d'Alsace, qui est un organisme public, on va dire ça comme ça, qui s'appelle le Conservatoire botanique d'Alsace et de Lorraine. Ce conservatoire botanique d'Alsace et de Lorraine, en fait, a été institué tout récemment, en 2023, et lui résulte de la fusion de deux conservatoires, le Conservatoire botanique d'Alsace et le Conservatoire botanique de Nancy, qui lui est déjà très ancien puisqu'il datait des années 90, ça me semble. Donc en fait, c'est la collaboration de ces deux organismes, donc la Société botanique d'Alsace et le Conservatoire botanique d'Alsace, voilà, et de Lorraine, qui ont publié cette liste rouge de la flore d'Alsace. Alors tout le monde sait ce que c'est une liste rouge, hein. On évoque les plantes qui sont menacées ou éteintes. L'idée aussi, c'était de constituer une bibliographie botanique d'Alsace, de préparer un atlas des plantes régionales. Donc un atlas, c'est quoi ? Un atlas des plantes, c'est tout simplement, ce sont des cartes qui pointent les endroits où on va trouver telle espèce, telle autre espèce, etc. L'idée aussi, c'était donc de participer à la récolte des graines, des plantes qui sont menacées et qui donc méritent qu'on les conserve en collaboration donc avec le parc zoologique et botanique de Mulhouse. Et alors, ce qui était très important, bien sûr, j'ai failli l'oublier, c'est le plus important, c'est la Société botanique d'Alsace donc, a créé dès le départ une base de données botaniques. Et cette base de données botaniques, c'est un peu une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, hein, elle s'appelle Brunfels. Voilà. Donc on a bouclé la boucle.
Alors, donc je reviens, donc la SBA naissance en 97, et donc il y a maintenant à peu près un an, on s'est dit que nous devrions de nouveau procéder à l'actualisation de la flore. Beaucoup de choses ont bougé, hein, les études scientifiques, moléculaires, phylogénétiques ont fait bouger la classification des plantes, et donc l'idée c'était donc d'actualiser la flore d'Alsace. Et donc d'où le projet de NFA, Nouvelle Flore d'Alsace, issu aussi du développement d'un public de plus en plus large, donc désireux donc de connaître le monde végétal, actualiser donc la flore d'Alsace vieillissante, et surtout se doter d'un outil performant pour formaliser ses connaissances à travers un portail informatique. Et le fin du fin, bien sûr, c'est réaliser ce portail informatique, mais surtout réaliser une flore d'Alsace qui puisse être accessible donc via un peu à la mode d'aujourd'hui, hein, via smartphone. Donc on peut imaginer que dans quelques années, les botanistes, enfin ceux qui seront passionnés de plantes, pourront sortir en promenade, amener leur smartphone, charger PlanteNet, voir ce que c'est comme plante, je continue, je passe sur ma Flora Alsatica, qui va être la nouvelle flore d'Alsace sur smartphone, et confirmer la détermination qu'a faite PlanteNet. Voilà. Je laisse la parole à Michel, qui va donc vous présenter cet outil informatique qui nous aide beaucoup, et donc, qui s'appelle le portail de la Société botanique d'Alsace. Voilà, Michel, si tu veux bien. Bon, soyez rassurés, on a quasiment fini. Donc, on va simplement vous montrer comment on travaille. Alors, il y a plusieurs acteurs qui sont dans la salle, qui ont encore travaillé toute la journée là-dessus. Donc, on a pu développer, grâce à des membres bénévoles, donc, un portail qui va nous permettre d'actualiser, de refaire une nouvelle édition de la flore d'Alsace. Donc, voilà comment ça se présente très, très rapidement. Donc, on va pouvoir chercher les plantes. Alors, je vais taper Plantago par hasard. Toujours notre plantain. Voilà. Et donc, on va trouver tous les plantains qui sont dans le répertoire de ce fichier. Donc, on va chercher, par exemple, le Plantago lanceolata, que vous connaissez tous maintenant. Et donc, ici, on va avoir accès directement à la banque Brunfels qui est en dessous. Donc, on voit qu'il y a 2203 enregistrements actuellement de cette espèce dans la banque Brunfels. On peut accéder aussi à des cartographies directement. Donc là, on est en direct sur le réseau, hein, qui marche très bien. Et donc ici, on a la carte qui vient du CBAL, dont parlait tout à l'heure Francis. Et donc, on voit que là, c'est le département du Haut-Rhin, et puis au-dessus, le département du Bas-Rhin. On voit que pratiquement partout, le plantain lancéolé existe. On peut prendre un autre exemple. On va prendre un autre. Par exemple, le Plantago coronopus. Coronopus, dans l'ouvrage de Mappus et Lindern, ils avaient été décrits. On avait vu des gravures de Taberna montanus notamment. Par contre, Kirchegg, il écrit que la plante a quasiment disparu d'Alsace. Et que c'est une plante des terrains salés et puis qu'elle n'existe plus en Alsace. Maintenant, quand on regarde ici dans la banque Brunfels, en fait, on se rend compte que nous, on a 27 enregistrements. Et quand on va voir par ordre chronologique, on voit que le premier, il date de 1998. Donc les données enregistrées dans la banque Brunfels pour cette espèce sont vraiment très récentes. Et si on va regarder sur le portail, sur le site du conservatoire, donc on voit qu'en Alsace, elle n'est pas si répandue que ça. Donc, à partir de tout ça, nous, on va enregistrer dans NFA, ça veut dire que cette plante, on la retient, on va la mettre dans la flore d'Alsace, et on aura la possibilité, donc c'est là-dessus qu'on travaille, de sortir des clés d'identification dont vous a déjà parlé Francis tout à l'heure. Et alors là, au hasard, je tape Plantago, comme tout le monde le connaît maintenant, et on va arriver donc sur le genre plantain, Plantago. Et grâce au système informatique, on va pouvoir bâtir une clé dichotomique, mais qui est totalement indigeste ici,
mais par les magies de l'informatique, on va pouvoir l'exporter et avoir donc presque la forme définitive, comme ça va apparaître ultérieurement dans la flore d'Alsace. Et donc le fameux plantain, on trouve de nouveau les clés dichotomiques là-dedans, avec feuilles divisées, etc. Et donc qui permet d'aboutir à l'espèce. Mais le nec plus ultra, comme le disait tout à l'heure notre ami Francis, c'est qu'on a prévu de mettre tout ça sur smartphone. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de l'imprimerie de Brunfels, on a passé un cran au-dessus, et donc voilà l'image qui va apparaître sur les smartphones, qu'on appelle Flora alzatica. Et on va pouvoir, bon là je suis allé un peu vite, je voulais vous mettre le genre Plantago pour ne pas changer. Voilà, on l'a déjà trouvé. Et donc tout ça, on sera capable de le faire dehors, dans la nature, même sans réseau. Et donc la clé de détermination dichotomique, elle va apparaître ici, et donc on va pouvoir répondre. Toutes les feuilles en rosette basale, tiges non feuillées, c'est ce qu'on a vu sur toutes les gravures, donc pour le plantain lancéolé par exemple. Donc on cliquera dessus, et puis ça continue à se dérouler. Donc large et entier, ou alors étroit et divisé. Donc on est sur large et entier. Et hop, on va continuer à descendre. Sur le téléphone, ça se fera tout de suite. Et feuilles dressées ou alors feuilles ovales elliptiques. Et c'est glabre velu lancéolé à linéaire. Donc c'est ce qu'on avait vu pour le plantain lancéolé. Et donc on arrive effectivement sur le plantain lancéolé. Et en cliquant dessus, on arrive sur le site du conservatoire avec la carte qui s'affiche. Donc tout ça, on devrait l'avoir sur le smartphone. J'ai oublié de préciser. Un an ou deux. Pardon, oui. J'ai juste oublié de préciser que cette base de données Brunfels contient aujourd'hui plus d'1 million de données botaniques. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et il y a du boulot. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Le temps est à peu près passé. Donc on peut faire une petite conclusion ensemble. Donc déjà, Cécilia, Francis et moi, on espère que cette conférence vous a plu et elle a permis de tracer l'histoire de la botanique à travers les âges. Vous avez pu vous rendre compte qu'en fait, l'essor de la botanique, c'est Strasbourg, c'est la région par ici. Donc les ouvrages les plus importants sont issus de la région. Que Brunfels, Bock et Fuchs sont les trois pères de la botanique, on les appelle comme ça aujourd'hui. Alors on a pu voir qu'au départ, la connaissance des plantes était avant tout pour les raisons thérapeutiques et que progressivement, et même assez rapidement, pour des besoins d'identification des plantes et avoir des médicaments qui soient fiables, on a progressivement évolué vers des livres de botanique. Et ensuite, après avoir eu des livres de botanique, on a été capable de faire des flores régionales avec Lindern et Mappus. Donc c'est aussi grâce au développement de l'imprimerie que tout ça a été possible. Et donc ça a permis de diffuser les connaissances rapidement et d'avoir des gravures naturalistes qui soient le plus proches de la réalité pour pouvoir identifier les plantes. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est voir ce passage donc, de la médecine vers la botanique à travers ces ouvrages. En fait, les plantes étaient considérées d'abord comme des remèdes, en fait, ça pouvait guérir les maladies, et de là on est passé effectivement à observer, à déterminer la plante, à la reconnaître pour elle-même, pour ce qu'elle est, donc à passer de la médecine à la botanique, quelque part. Donc ce qu'on peut ajouter encore, donc on l'a vu, c'est qu'à la fin du 19e, début 20e, on passe d'un catalogue, les flores catalogues, à des flores de déclinaison de clés dichotomiques, qui permettent surtout à tous ceux qui veulent s'intéresser aux plantes de s'y atteler et de les déterminer grâce à ces clés de détermination. Des nouveautés qui ont apparu avec Isler sur la phytosociologie, la description de la végétation. Et puis surtout, aujourd'hui, qui a remplacé l'imprimerie, on le voit bien avec le smartphone. Fini les livres, on n'aura plus besoin de quelques années de sortir notre flore d'Alsace du petit sac. On gardera la loupe quand même, parce qu'il n'y a pas encore de smartphone qui permette de sortir une loupe depuis le smartphone. C'est dommage, ça viendra peut-être un jour. Voilà. Et donc on se baladera avec un smartphone et on pourra, gré les promenades, déterminer les plantes sur site.
Voilà, donc on a évoqué notre projet de réaliser cette nouvelle édition de la Flore d'Alsace. Et puis donc je laisse la parole à Cécilia. Alors moi je voudrais simplement me faire porte-parole de la bibliothèque. Je sais pas, on m'entend, le micro Non, fonctionne? prends voir l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, super. En fait, je voudrais juste me faire porte-parole de la bibliothèque pour vous remercier, Michel et Francis, parce que avec du coup la Flore Brunfels, ben vous inscrivez Brunfels dans l'actualité et du coup vous emmenez avec vous la bibliothèque humaniste. Ça, c'est pas mal. Vraiment un grand merci parce que vous contribuez aussi à faire vivre ce lieu et voilà, et à participer à la programmation culturelle et scientifique de la bibliothèque. Donc merci, mille merci. En retour, à nous, Société Botanique, de remercier la Bibliothèque Humaniste qui nous a permis de nous présenter en fait ici à Sélestat. Et alors, si vous avez encore un peu de force et de l'énergie, avec plaisir, si vous avez quelques questions, je passe le micro. Bonsoir, je voulais savoir alors maintenant comment ça se passe avec l'aspect médical. Vous avez dit d'aller de la médecine vers la botanique, et maintenant l'aspect pharmaceutique et tout ça, de la botanique vers la pharmacie, ça se passe comment? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours eu un lien entre la botanique et la pharmacie. Ce lien est resté. Et aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont faits encore à partir de plantes. La pervenche de Madagascar est l'exemple type qui permet aujourd'hui même de soigner des cancers. On remarquera aussi que les professeurs de botanique, Kirchleger, mais aussi plus récents, Carbiner, sont des professeurs de botanique très souvent dans les facultés de pharmacie. Donc le lien, il existe depuis Brunfels et avant, et il continue. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'avais une autre question que ouais. je vais répondre éventuellement sur le micro, c'est pas un problème. Le portail de la société botanique, est-ce qu'il est possible en tant que particulier d'y contribuer ou c'est uniquement les membres? Je vous explique pourquoi. C'est parce que, bon, je fais un peu de botanique, je me promène avec mon petit guide et tout ça. Et à 3 km d'ici, au sud de Sélestat, j'ai trouvé une prairie où il y a des centaines d'orchis masculins, tout simplement. Première fois que je voyais une telle quantité, bon, c'est une plante très commune, mais une quantité incroyable. Donc je voulais la signaler quand même. Est-ce qu'il est possible que je saisisse cette OPS moi-même ou je la transmets à quelqu'un? Il faut. Alors, comment dire, on peut dire que les membres ont accès à cette banque de données, mais on ne peut pas les rentrer directement dedans. Aujourd'hui, il faut les transmettre via Michel Hoff. Mais on est en train de réfléchir comment faire, justement, on parlait des smartphones, comment faire pour saisir directement sur le terrain les plantes. Il y a des applications qui sont sur smartphone, qui sont remarquables, qui ont été développés en Suisse par Infoflora. On est en contact avec eux, on va les rencontrer par visio prochainement, mardi prochain, pour se mettre d'accord. Et ils sont prêts à mettre à notre disposition cette application. Elle sera ouverte aux membres de la Société botanique. Et de là, on y travaillera pour les transmettre directement dans la banque Brunfels. Ça, c'est l'objectif. Et c'est un objectif pour cette année. Ouais. Donc, si vous voulez participer à ça, il serait bon que vous soyez membre de la Société botanique. Alors, je suis trésorier de la Société, donc je sais de quoi je parle. Juste un petit complément là, juste sur les orchidées spécifiquement. Il y a moyen de faire remonter les informations aux orchidophiles d'Alsace qui travaillent avec la SBA. Complètement. Et eux sont preneurs de renseignements, effectivement. Tout à fait. Henri Maté fait partie du groupe de travail des Nouvelles Flores d'Alsace. Il y a d'autres membres qui sont ici, d'ailleurs. Il était avec nous toute la journée pour discuter et faire avancer ce projet. Alors surtout n'hésitez pas, on a aussi, alors on a ce portail bien sûr, vous m'entendez, oui, on a ce portail, mais à côté du portail bien sûr, on a, comme tout le monde aujourd'hui, on a un site internet. Bien sûr, on n'a pas noté le lien, mais il suffit, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Société botanique Alsace et vous tombez bien sûr sur notre site internet où vous aurez tous les renseignements sur notre association.
Et l'association actuellement est constituée d'environ 200 membres. Donc à travers l'Alsace, ça représente déjà un effectif assez important. Qui ont des niveaux très variables. Hein. Il y a des débutants, il y a des botanistes confirmés. Alors si j'ai bien compris, les clés de détermination qui sont utilisées, je pense universellement aujourd'hui en botanique, sont nées en Alsace. C'est ça que... C'est pas les clés. C'est ce qui est né en Alsace, c'est justement le début de la botanique avec la gravure représentative de la nature. Avant, on avait des gravures, Macer Floridis, vous voyez là-bas, donc c'est celui qui est devant Cécilien. Les gravures qui sont faites, vous les regarderez, certaines plantes sont reconnaissables, d'autres pas du tout. La nouveauté, c'était Brunfels qui a dessiné d'après nature. Et je vous ai montré les gravures tout à l'heure. Avec la photo à côté, il n'y a aucun doute, on sait identifier l'espèce. Les clés dichotomiques sont apparues au début du XXe siècle. Mais ce n'est pas alsacien, purement alsacien. Mais ça a été repris dans les flores d'Alsace. Oui. Ouais. Alors, tant que vous êtes là, je veux te préciser que c'est grâce à vous qu'on fait cette conférence aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que, alors je ne me souviens plus de ton nom, Camille. Voilà, elle avait présenté le Brunfels ici dans la bibliothèque. Donc pour un public restreint, on était 10 personnes, 10-12 personnes. Et donc elle avait présenté de manière admirable le Brunfels, notamment cette première page que j'ai complètement découvert. Et donc c'est la partie botanique, je ne dirais pas qu'elle était maltraitée, pas du tout. Elle méritait d'être un peu plus développée. Et donc, comme on est à la fois à Célestat, la BH et puis la SBA, on s'est dit que ça pourrait être une très bonne opportunité. Voilà. Donc, ça permet de compléter de ce que vous aviez fait à l'époque.